Nous allons maintenant identifier le dual de LP, c'est-à-dire l'ensemble des formes linéaires continues sur LP. Alors, la première observation, c'est que l'inégalité de Euler nous donne déjà des formes linéaires continues. Plus précisément, on a la chose suivante. Si on prend un petit côté, petit infini, P', l'exposant, et vous allez comprendre dans une minute, pour ça je l'appelle l'exposant dual depuis le début, P' est donné par 1 sur P plus 1 sur P' est égal à 1. Et on va prendre G appartenant à L'P', de oméga mu, où comme d'habitude, ceci est un espace mesuré. Et une fois que j'ai ça, je vais définir f à ceci, l'intégrale sur oméga de f de x, g de x, début de x. Et la question est pour quel f ceci est défini. Et ce que je vous dis, c'est que ceci, que je vais noter phi indice g, phi g est une forme linéaire continue sur un P de oméga. Et la démonstration, elle est en fait égale. Et on va même montrer que la norme de cette application est égale à la norme de G dans L'. Et la démonstration, en fait, nous l'avons déjà fait, c'est simplement l'inégalité de Euler. Euler nous donne directement que phi g f dans LP, phi gf en valeur absolue, donc la valeur absolue de cette intégrale, d'après l'inégalité de Euler, petite f et g P', et il existe f tel que on a égalité. Alors le f dépend de g. Et vous regardez le chapitre de cours sur Euler qui nous dira exactement qui est f. Donc, qu'est-ce que nous dit la première chose? Ça nous dit, que phi g est bien défini sur LP de oméga mu. Une fois que c'est bien défini, c'est clairement linéaire, et que la forme linéaire ainsi définie est continue, et que sa norme est plus petite que norme de G P', et le fait qu'il existe un f pour lequel on a un cas d'égalité, nous dit que la norme est exactement ceci. Donc ça, ce petit lemme, plutôt cette reformulation de l'inégalité de Euler, nous permet déjà d'identifier une partie du dual. Et le résultat clé de ce chapitre, c'est qu'en fait, quand P est compris entre 1 et strictement plus petit que l'infini, on a identifié tout le dual. Phi, une forme linéaire, continue sur LP de oméga mu. Alors, il existe un unique G dans LP', de oméga mu, évidemment dans les mêmes hypothèses que le lemme. Donc, il existe un unique tel G, il est forcément unique, tout simplement parce que il suffit de bien choisir F pour voir qu'il peut être unique.
Encore une fois, on peut utiliser le cas d'égalité dans l'unitaire. Il existe un unique G tel que la norme de G dans L+, c'est la norme de phi. Et phi, c'est phi. En d'autres termes, le dual de LP est L', et le LP', en quel sens le dual de LP est-il LP'? Dans le sens où il s'identifie isométriquement à LP'. Voilà le résultat clé de ce chapitre, et nous allons le démontrer, et nous allons même donner deux démonstrations, une qui ne marche que dans le cas P entre 1 et 2, et qui va s'appuyer sur le fait que L2 est un espace de Hilbert, et qu'on sait, d'après le théorème de Riesz, que le dual de L2, c'est lui-même. Et l'autre démonstration qu'on va donner va être L vrai pour P entre 1 et l'infini strictement, et va utiliser, elle, le théorème de projection, que nous n'avons certes pas démontré pour P entre 1 et 2, et va être une adaptation de la démonstration du théorème de Riesz. Essentiellement la même démonstration que celle du cas hilbertien, à des adaptations. Alors, avant de passer à la démonstration, d'abord, je voudrais insister sur une chose, c'est que ceci est faux pour L infini. Alors, à un détail près, si les dimensions infinies, c'est-à-dire si l'espace oméga n'est pas, plutôt si le support de la mesure nu n'est pas fini. Donc, ce n'est pas un CD, C à la puissance D, un espace vectoriel de dimension finie qui lui est toujours égal à son dual. Alors, pour démontrer ceci, nous allons avoir besoin d'un petit résultat supplémentaire qui a son intérêt par lui-même et qui va être vrai pour P entre 1 et l'infini, strictement. On prend F, G dans LP, et on définit NF, N de T, qui est la norme de F plus TG de P à la puissance P. Et ce que vous dit Solem, c'est que cette fonction-là est dérivable en 0 avec n' de 0 égale P intégrale sur oméga de f à la puissance p-2 alors comment vais-je l'écrire? Partie réelle de f par g auquel cas bon, ce que ça va être alors, vous direz qu'on pourrait avoir un petit problème ici, dans le sens où ceci peut être une puissance négative. Alors, il faut faire attention que la puissance de f, le module, peut-être qu'on va commencer par ça. Ça, c'est f à la puissance p-2. Je vais mettre le 2 ici pour la partie réelle. F bar g plus f à la puissance p-2, f g. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça, le module de ça, c'est f à la puissance p-1 module de G, et lui est dans LP, et P' c'est P sur P-1,
Et donc, quand vous élevez ça à la puissance P', vous obtenez que l'intégrale de ça à la puissance P', c'est l'intégrale de f à la puissance P. Donc ça, c'est dans LP'. Et une fonction de LP pour une fonction de LP'. Une fonction de L1 d'après le terme. Et donc, ceci est bien défini. La deuxième chose, un petit fait d'analyse complexe nous dit que A plus TB à la puissance P, A à la puissance P sur T, vers quoi ceci tend quand T tend vers 0? Ça va tendre très précisément vers ça. P à la puissance P-2 partie réelle de A B'. Alors, l'autre chose qu'il faut remarquer, là encore, vous pouvez dire, mais si P est compris entre 1 et l'infini, et donc pour P entre 1 et 2, ceci est une puissance négative, mais en refaisant le même raisonnement, vous allez avoir A à la puissance P-2 fois A, donc c'est module, en module c'est A à la puissance P-1, et donc la convention, puisque P est plus grand que 1, P-1 est positif, la convention c'est que ça c'est égal à 0. Si A égale 0. 0 à la puissance quelque chose de positif, c'est 0 par convention. Éventuellement, l'ambiguïté quand P égale 1, mais nous ne sommes pas dans ce cas-là, Alors, ceci est en fait évident quand A égale 0, parce que c'est T à la puissance P sur T, fois module de B à la puissance P, et donc ça va donner T à la puissance P-1, on a pris P strictement plus grand que 1, ça prend bien vers 0, quand A est égal à 0, donc c'est évident si A égale 0, notre convention est ici bien pratique. Et que se passe-t-il si A n'est pas nul? Ben, il faut regarder phi de T qui est A plus TB à la puissance P et l'écrire comme A plus TB au carré à la puissance P sur 2. Et donc, phi' de T, c'est, je vais écrire une ligne de plus. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Parce que ça, du coup, c'est un nombre complexe. C'est A au carré plus 2T partie réelle de A, B bar, plus T au carré, module de B sur 2, le tout à la puissance P sur 2. Et donc, phi' de T, phi' de T, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est P sur 2. A au carré plus 2T partie réelle de A B bar plus T au carré module de B au carré à la puissance P sur 2 moins 1 fois la dérivée de ceci qui va faire 2 partie réelle de A B bar plus 2T B au carré. Et ça, qu'est-ce que c'est? D'abord, le 2 est en facteur, donc on va le mettre en facteur, ça va nous donner P. Ici, on va avoir A plus T, B
au carré à la puissance p sur 2 moins 1, donc c'est la puissance p sur p moins 2, fois la partie réelle de a b bar plus 2t b au carré. Et ça tend bien vers, quand t égale à 0, vers a à la puissance p moins 2, partie réelle de ab. D'accord? Donc, phi prime de 0, phi prime a une limite, donc phi est dérivable en 0, et sa dérivée, c'est cette limite, ce qui n'est jamais que ce que j'ai écrit ici. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va dériver n de t, et pour ça, on va écrire n de t moins n de 0 sur t. Et qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît l'intégrale sur oméga de f plus tg à la puissance p moins f à la puissance p sur t de nu. Et d'après le lemme d'analyse complexe, ça tend, quand t tend vers 0, vers l'intégrale sur oméga. On utilise ce petit lemme avec a égale f de x, p égale g de x, et on trouve bien p f de x à la puissance p moins 2, partie réelle, ab bar ou ab a bar b, ça la même partie réelle. Et donc, en faisant tendre t vers 0, on obtient bien ceci, à condition qu'on ait le droit de le faire. Et on a le droit de le faire, d'après le Bègue, si on peut dominer. Bon, il s'agit maintenant de dominer f plus tg à la puissance p moins f à la puissance p sur t. Et ça va se faire parce qu'on a une fonction convexe qui est s à la puissance p, module de s à la puissance p, une fonction convexe, et nous allons utiliser ça pour dominer ceci. Alors, il y a une majoration qui va s'obtenir assez facilement parce que f plus tg s'écrit assez facilement comme une combinaison convexe. De quoi? C'est 1 moins t f plus t f plus g. Puissance p. Alors ça, c'est une façon assez naturelle de décomposer cette somme. Ça va nous donner une combinaison convexe, et comme on a une fonction convexe, l'image de la combinaison convexe est plus petite que la combinaison convexe des images. Et donc on majore ceci par 1 moins t, f à la puissance p, plus t, f plus g à la puissance p. Et maintenant, on veut cette chose-là, et donc il suffit de faire passer ce 1 là de l'autre côté, il va nous rester plus t, et donc on peut diviser par t sans difficulté. Et on nous dit que f plus tg à la puissance p moins f à la puissance p sur t est plus petit que, que va-t-on avoir, moins f à la puissance p plus f plus g à la puissance p. Bon. On peut majorer par ceci, qui est bien une fonction de R. Alors attention, on n'a pas majoré la valeur absolue, on n'a majoré que la fonction. Et donc il va falloir une autre inégalité pour, qui va nous permettre de minorer. Donc là, on a majoré par une fonction de L1, il va aussi falloir minorer par une fonction de L1. Et le point de départ, c'est ça, c'est d'écrire f à puissance p comme une combinaison linéaire de deux choses. Il
celle-là est plus, un peu plus subtile. La première, c'est f plus tg, qui est un des deux termes qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on a en trop? Le complément de 1 pour obtenir une combinaison convexe, c'est t sur 1 plus t, donc f. Donc on va bien avoir 1 plus t sur 1 plus t, f. Par contre, on a un g en trop. Donc on a à nouveau une combinaison convexe. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que ceci est plus petit que 1 plus t, f plus tg, plus t sur 1 plus t, f moins g à la puissance p. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir arranger tout ça. Donc, on multiplie par 1 plus t. On va garder f plus t, g à la puissance p. On multiplie par 1 sur t. Donc, on va avoir un f à la puissance p est plus grand que on a pris le 1 plus t f à la puissance p, on a mis le 1, on l'a remis de ce côté, il nous reste donc t f à la puissance p, moins t f moins g à la puissance p. Et donc, f plus tg à la puissance p, moins f à la puissance p sur t, est majoré, minoré, pardon. Ce terme-là étant positif, vous pouvez l'enlever. Par f moins g à la puissance. Et à nouveau, ce terme-là est dans L1, puisque les deux sont dans P, donc leur différence est dans P, donc quand on élève à la puissance P, on obtient une fonction de L1. Et donc on a majoré et minoré par une fonction de LP. Si vous voulez majorer la valeur absolue, elle est majorée par f plus g à la puissance p, plus f moins g à la puissance p. Et donc on a bien une domination, et donc le théorème de convergence dominée ici s'applique. Et donc ça démontre la différentiabilité de la norme, qui au passage s'appelle une gâteau-différentiabilité. Pourquoi gâteau-différentiabilité? Parce qu'on aura un point F, on a pris un point G, et on différencie simplement dans cette direction. Et si je prends un autre G, on différencie comme ça, donc ça revient à couper le gâteau en part. Bon, nous allons maintenant démontrer que le dual de LP, c'est LP' ou 1 sur P' plus 1 sur P égale 1. Et nous allons montrer ça dans le cas où P et P' ici sont strictement compris entre 1 et infini. Et pour cela, nous allons utiliser deux choses. Nous allons utiliser le théorème de projection et nous allons utiliser la différentiabilité de la norme. Soit dit en passant, la différentiabilité de la norme est particulièrement facile quand P égale 2. Je vous laisse mon exercice faire, tout comme le théorème de projection. Et la démonstration que nous allons donner maintenant est en fait basée sur la démonstration du théorème de Riesz, qui dit que le dual de Hilbert, c'est lui-même. Et en guise d'exercice, pour vous en convaincre, à la fin de cette démonstration, vous pourrez essayer de démontrer le théorème de Riesz. Alors, que s'agit-il de faire? Il s'agit de prendre phi, une forme linéaire continue, sur LP', et de chercher f dans LP', tel que phi soit égal à phi f, c'est-à-dire phi de g soit égal à phi f de g, c'est-à-dire l'intégrale sur oméga de f g du
pour tout G dans M. Et ceci est particulièrement facile lorsque phi est égal à 0, puisqu'il suffit de prendre f égale 0. Donc on élimine maintenant ce cas. Donc dorénavant, phi n'est pas égal à 0. Et que fait-on maintenant? On va commencer par introduire E, le noyau de phi. C'est-à-dire l'image réciproque de 0. Comme phi est supposé continu, je vous rappelle que les formes linéaires que nous considérons sont des formes linéaires continues. Donc phi est continu, et en tant que tel, ceci est un sous-espace fermé. Par ailleurs, phi n'est pas égal à 0, donc il existe un f0 dans LP, tel que phi de f0 est différent de 0. Et donc, si je pose f1 égale f0 sur phi de f0, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que phi de f1 est égal à 1. Maintenant, j'ai f1 qui n'est donc pas dans E. Et donc, il existe, d'après le théorème de projection, G1 dans E, tel que F1 moins G1 dans P est égal à la distance de F1 à E. D'accord? Ça, c'est le théorème de projection. C'est ici que nous l'utilisons. Alors, notons que F1 moins G1 moins 0, c'est encore la distance de F1 moins G1 à E. Pourquoi? Parce que E est un espace vectoriel. Et par ailleurs, phi de F1 moins G1, c'est phi de F1 moins phi de G1. Ça, c'est 1, ça, c'est 0, et donc tout ceci fait 1. Donc si je pose F2 égale F1 moins G1, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que L de F2 est égal à 1, alors que la projection, ça c'est dans E, c'est la distance de F2 à E. Donc la projection de F2, c'est 0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour tout G dans E, norme de F2 moins G dans P est plus grand que norme de F2. Alors en particulier, si je fixe G0 dans E, G, si je fixe G0 dans E, et que je prends T dans R, que j'appelle N de T
la norme de F2 moins TG0 plus TG0. Qu'est-ce que nous dit ceci? Ça nous dit que ceci est plus grand que n de 0. Donc m a un minimum de 0. Et comme m est dérivable, ceci nous dit que m' de 0 est égal à 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous dit que P intégrale sur oméga, f à la puissance P-2 en module, partie réelle f par g de 0 est égal à 0. Et G0 est arbitraire. E est un espace vectoriel, donc c'est aussi, si je remplace G0 par IG0, qu'est-ce que je vais avoir? Comme j'ai I phi de G0, c'est I phi de G0, c'est 0. IG0 est encore dans E, et donc P intégrale sur oméga, f à la puissance P-2, partie réelle de I f bar G0 de nu est égal à 0. Maintenant, si je compare ici, partie réelle de IZ, c'est moins la partie imaginaire de Z. Donc ça, c'est la partie imaginaire de f bar de 0. Le I, je peux le sortir. Et donc, j'ai à la fois cette intégrale-là qui est 0, cette intégrale-là qui est 0, et donc en faisant étoile plus I, 2 étoiles, j'ai que pour tout G0, je vais l'appeler G maintenant, tel que phi de G est égal à 0, G intégrale sur oméga de f à la puissance P-2. Alors, il ne s'appelait pas F, il s'appelait F2 à ce stade. G début égale Z. Voilà. Et donc, je vais poser F3 égale à F2 à la puissance P-2 F bar. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir module de F3 à la puissance, c'est F2 à la puissance P-1, et lui appartient à L P', puisque LP', c'est L P sur P-1. En fait, si j'élève F3 à la puissance P-1, j'obtiens F2 à la puissance P. F3 à la puissance P', c'est F2 à la puissance P. Donc ce F3 appartient à LP', et il est tel que il est tel que phi F3 de G est égal à 0 pour tout G tel que phi de G égale 0. Ça, vous avez ici F3. Et ceci, c'est bien phi F3 de G. Alors on a presque fini, il faut juste se débarrasser de cette condition-là.
Donc maintenant, on va prendre H dans LP. Et on va poser G. G, ça va être F, ça va être H moins phi de H fois F. En posant ceci, qu'est-ce qui va se passer? Phi de G, c'est phi de H moins phi de H, phi de F, et F2, pardon, toujours, et F3, pardon, F2. Et F2 a été choisi pour que phi de F2 soit égal à 1. Et donc, ça fait bien 0. Et donc, phi F3 de G est nul, mais phi F3 de G, ça va être phi F3 de H moins phi de H, phi F3 de F2. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Un phi de H, il va être tout simplement phi F3 divisé par phi F3 de F2, à condition qu'on ne divise pas par 0. Mais qu'est-ce que c'est phi F3 de F2? C'est, il faut remplacer G par F2 là-dedans. C'est l'intégrale sur oméga de F2 à la puissance P-2, F2 bar, F2 début. Et donc, on constate que c'est la norme de F2 dans LP à la puissance P. Et on a essentiellement fini parce que ceci est différent de 0, car L de F2 est égal à 1, ça implique que F2 n'est pas nul. F2 n'étant pas nul, sa norme n'est pas nulle, et ceci, donc 3 étoiles. 3 étoiles se réduit donc à phi F3 de H moins phi de H norme de F2 dans LP à la puissance P est égal à 0. Et donc, phi de H, c'est phi F3 de H sur norme de F2 à la puissance P, qui n'est jamais que phi F de H avec F, c'est F3 sur F2 à la puissance P. Et donc nous avons identifié F, tout simplement, on a utilisé ici que phi était bilinéaire, d'une part linéaire en H et linéaire en F3. Et donc on a identifié notre F, tel que phi de H, c'est phi F de H. Donc on a bien montré que le dual de LP, c'est LP', parce que ceci est une fonction